Et si on pouvait à nouveau se réjouir du futur? Je suis Grégory Pouy et sur ce podcast, je reçois des penseurs, des chercheurs, des créateurs qui m'aident à voir le monde autrement et à retrouver l'envie d'y aller. Pas avec un optimisme naïf, mais pas non plus avec un fatalisme résigné, mais avec lucidité et avec élan. Allez, bienvenue sur Vlan. On peut pas avoir d'avis tranché sur ça c'est bien, ça c'est mal. Il faut tout transformer du jour au lendemain. Le 100% renouvelable c'est que l'avenir, ou le 100% nucléaire c'est que l'avenir, ou que... Non, ce sont des sujets complexes, dynamiques, systémiques. Aujourd'hui, je reçois Julien Villeray, qui est le directeur de l'innovation du groupe EDF. Qui de mieux placé pour nous parler énergie, que ce soit les énergies renouvelables, le nucléaire, mais également les énergies carbonées. La réalité, c'est que tout ça, ça demande de la nuance, de la subtilité, des choix, qu'il vaut mieux être capable de comprendre que oui, le monde est dynamique, le monde est systémique, le monde est complexe, mais que c'est aussi ça qui fait sa richesse. On fait un gros point sur le nucléaire. Vous allez voir comment une centrale nucléaire est très différente de tout ce que l'on peut imaginer depuis nos appartements et nos maisons chez nous. Il y a un fantasme, c'est qu'une centrale nucléaire, ça peut exploser. Une centrale nucléaire, ça peut pas exploser. Donc il n'y a pas de risque que l'une endommage l'autre si elle avait un problème. Mais donc non, c'est plutôt vertueux de les concentrer au même endroit, en tout cas d'un point de vue d'exploitation. Vous allez aussi comprendre pourquoi une voiture électrique, elle n'est pas nécessairement vertueuse en fonction du pays dans lequel vous vous situez. Et puis après le nucléaire, on va évidemment parler d'énergie de fusion, qui serait potentiellement l'avenir de l'énergie. Elle produirait des quantités d'énergie absolument fabuleuses, à un coût censé être tout à fait raisonnable, et avec une sûreté. Donc en gros, c'est la centrale nucléaire idéale. C'est un épisode très particulier avec quelqu'un qui est en fonction et qui est en capacité de faire bouger la direction de la France et son autonomie énergétique. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Grégory. Comment tu vas? Mais super, très bien. Il pleut aujourd'hui. Il pleut, ça arrive. C'est plutôt bien en même temps, on a besoin de pluie. On va parler d'énergie. Ouais. Tu es dans une position très particulière chez EDF, puisque tu t'occupes de l'innovation. Oui. Il y a beaucoup de sujets en ce moment sur l'énergie, parce que là, au moment où on parle, en tout cas, on est en plein conflit au Moyen-Orient. On est en conflit aussi, enfin pas nous, mais en tout cas, il y a un conflit avec la Russie, donc ça génère des stress un petit peu sur ce sujet. On voit le baril du pétrole qui augmente, etc. Comment toi tu regardes le sujet de l'énergie, comment tu l'observes un peu à distance entre guillemets, enfin à distance pas tant que ça parce que plutôt au contraire à proximité. Mais... Plutôt à proximité. Comment tu observes ce sujet de l'énergie? Qu'est-ce que les gens peut-être la première question c'est qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur l'énergie et ça serait bien qu'ils comprennent. Alors je pense qu'il y a plein de choses et c'est un sujet évidemment un peu complexe, mais d'abord fondamentalement qu'on a tous, à mon avis, besoin de comprendre, c'est que l'énergie, c'est fondamental à la civilisation. Et ça l'est depuis toujours et de tout temps. Alors évidemment, les types d'énergie ont évolué et aujourd'hui, on pourra en reparler, c'est l'électricité qui est en train de se développer très fortement et de dominer finalement le débat énergétique. Mais les énergies, donc le pétrole, le gaz, le feu, parce qu'à la base, le feu est une énergie, évidemment, c'est absolument fondamental à la civilisation, consubstantiel à la civilisation. Et pour le dire de façon un peu moins pédante, aujourd'hui, là où on est maintenant en 2026, si on n'a plus, par exemple, d'électricité, on n'a plus rien. On n'a plus de santé. Maintenant, on n'aura pas de podcast. On n'a plus de podcast, évidemment, mais on n'a plus de santé. On n'a plus de nourriture. On n'a plus de relations avec les autres. On n'a plus aucune capacité. Mais si on n'a plus d'énergie, on n'a plus non plus de plastique. Donc, si on n'a plus de plastique, on n'a plus d'hôpitaux. Parce que tous les produits de santé sont en plastique. Si on n'a plus de gaz, on n'a plus le moyen de fabriquer des produits, manufacturer des produits industriels, le verre, par exemple, ou tout. Bref, l'énergie, c'est en fait consubstantiel à la vie, et pas que la vie moderne, ça a toujours été le cas. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que on s'en rend compte de plus en plus, je pense, dans la population, parce qu'on voit bien que les différents chocs qu'on a connus, sur choc pétrolier en particulier, liés à la géopolitique, nous interrogent. Mais ça veut dire aussi qu'on gagne tous à s'y intéresser. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que les discours d'écologie entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, c'est sans doute pas le bon terme, mais radical, j'ai écrit un bouquin sur l'écologie, donc voilà, mais ne fonctionne pas, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on dit aux gens, il faut arrêter de consommer de l'énergie, et ce que tu dis, c'est que l'énergie, elle est consubstantielle à la vie, donc ça bloque, enfin, d'une certaine manière, on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Oui, et je crois que la vraie question, c'est comment on utilise l'énergie, on produit de l'énergie, on la consomme, on la distribue, on la stocke, de façon
écologique, c'est respectueuse de la planète et de l'écologie au sens plus large, d'ailleurs de l'humain et des animaux, etc. Ça, c'est la vraie question. Et c'est peut-être la différence que tu fais avec la radicalité qui serait de dire il faut arrêter la consommation d'énergie. C'est évidemment impossible. Mais de la même façon que quand on consomme de la nourriture, et là, même si on est vegan et qu'on ne consomme que du blé bio, de fait, on exploite des ressources naturelles. Et donc, par définition, il y a toujours un trade-off dans la consommation et dans la vie humaine, mais pas que, la vie animale aussi. Donc, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut regarder sous cet angle-là. C'est comment, évidemment, on arrive à optimiser la dimension écologique. Et ça, c'est peut-être effectivement ce qui crée... ce rejet, parce qu'on le voit dans les politiques, dans le vote en démocratie Français, en tout cas, qui est le rejet d'une écologie radicale, c'est le rejet finalement de quelque chose qui est consubstantiel à la vie et à la vie humaine, pour simplifier. Comment chez EDF, vous voyez l'évolution de l'énergie? En fait, on va parler de plein de choses, bien sûr. On va parler du nucléaire, on va parler du pétrole, on va parler du gaz, on va parler d'hydrogène, on va parler de plein de sujets. Ça va m'intéresser de comprendre comment une société française comme EDF envisage le sujet, parce qu'en fait, vous êtes au cœur du réacteur, si on peut dire ça comme ça. Mais comment toi, tu observes l'évolution de la consommation d'énergie? Je sais que dans une discussion qu'on a eue au préalable, je t'avais dit... le pic du charbon, on l'a passé il y a pas si longtemps. C'est-à-dire que on a continué, malgré tout, malgré l'arrivée de l'électricité, à consommer beaucoup de charbon. Pour produire de l'électricité, d'ailleurs, en grande partie. Alors, pas en France, mais dans beaucoup de pays. Principalement en Allemagne. Enfin, beaucoup en Allemagne. Pour ce qui est de l'Europe, en tout cas, oui. Exactement. Donc, on consomme quand même encore beaucoup de charbon. Je sais pas si c'est encore beaucoup le cas. Alors, c'est encore beaucoup le cas. Le charbon est la lignite, mais ça diminue quand même. Mais en Pologne, en Allemagne, un certain nombre de pays, là, je parle que pour l'Europe, parce qu'aux États-Unis, c'est encore le cas également. On brûle beaucoup de charbon pour produire l'électricité. Donc, en fait, c'est un peu étonnant, parce qu'en fait, on peut se dire, typiquement, une voiture électrique en Allemagne, c'est une voiture qui fonctionne au charbon, d'une certaine manière. C'est exactement le cas, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand le marché de la voiture électrique s'est développé et qu'on a regardé finalement le coût total écologique d'une voiture électrique, on a vu passer souvent des chiffres complètement farfelus, certains disant c'est génial, ça décarbone le monde, et d'autres disant mais pas du tout, ça pollue énormément et plus qu'une voiture thermique. Pourquoi ? Parce qu'en fait la question derrière c'est comment elle est produite l'électricité. En gros, si on a une voiture électrique en France avec une électricité produite à 98% en moyenne sans CO2, c'est extrêmement vertueux par rapport à une voiture thermique. Si on est en Allemagne, ou si on est dans un État américain qui produit son électricité avec du gaz et du charbon, si on est en Pologne, ça l'est beaucoup moins. Ça apporte quand même d'autres choses, parce que la pollution de l'air est bien moindre, évidemment. Puis la pollution sonore aussi, bien sûr. La pollution sonore, etc. Mais néanmoins, tout ça, ce sont des chaînes. Ce sont des chaînes de valeur. C'est-à-dire, si on ne comprend pas comment elle est produite, comment elle est utilisée, cette énergie, on ne regarde qu'un petit bout du problème. Et ça, c'est souvent une question que les gens ne se posent pas nécessairement. Je pense que quand on pense électricité, on pense propre. Alors qu'en fait, c'est pas nécessairement le cas. L'électricité peut être propre, l'électricité peut être sale, évidemment. En France, elle est propre, entre guillemets, à... Combien de pourcents ? 98% sans CO2, donc sans émission de dioxyde de carbone, ce qui est une des meilleures performances au monde, très très clairement. C'est dû beaucoup à notre mix, comme on dit, c'est-à-dire notre type de production d'énergie, et on la produit principalement avec du nucléaire et des renouvelables. Et donc la part de fossiles, c'est-à-dire d'utilisation du gaz, du pétrole, du fioul, enfin de tout du charbon. Les charbons là, c'est vraiment en train de s'éteindre complètement, en France. Et bien en fait, elle est très très faible. Donc le nucléaire n'émet pas de CO2, les renouvelables n'émettent pas de CO2, donc globalement, à la fin, ça fait 98% sans CO2. Est-ce qu'on pourrait imaginer une société dans laquelle cette énergie, donc qui est consubstantielle à l'espèce humaine, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, elle pourrait être exclusivement faite d'énergie renouvelable? Alors, je mets le nucléaire à part. Oui, tout est possible. Voilà, dans l'idée, en tout cas conceptuellement, tout est possible. Après, la question, c'est à quel coût ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électricité, il faut bien comprendre que ça se stocke très difficilement et ça coûte très 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 cher à stocker. Le renouvelable, en tout cas pour les nouvelles énergies renouvelables, c'est intermittent. Parce que, et on le dit, et c'est évident. Ça veut dire quoi, intermittent ? Ça veut dire quand il n'y a pas de vent, ça produit pas d'électricité pour les éoliennes. Quand il n'y a pas de soleil, ou en tout cas de lumière, ça ne produit pas d'électricité avec des panneaux photovoltaïques. Donc, par exemple, la nuit, les panneaux photovoltaïques, évidemment, ne fonctionnent pas, ou très peu. Donc, tout ça fait que c'est intermittent, alors que le besoin en électricité, c'est constant, parce qu'on a tout le temps besoin d'électricité chez soi et ailleurs. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait compenser ça dans un monde 100% renouvelable ? Avec des batteries, en gros, avec des systèmes de stockage. Mais là, on est dans des coûts absolument dantesques. Ça veut dire qu'il faudrait que les gens, les Français par exemple, pour prendre l'exemple de la France, soient prêts à payer plus de 10 fois, plus de 20 fois
ce qu'ils payent aujourd'hui en prix d'électricité si on allait dans un système comme celui-ci. Donc c'est aujourd'hui évidemment pas acceptable socialement, mais surtout il n'y a aucune rationalité économique à ça, puisque aujourd'hui, si on prend le nucléaire pour ce qui est de la France, ça répond exactement à ce besoin écologique. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument aucune rationalité, et j'enlève le fait que l'acceptabilité des installations renouvelables est très faible, et de plus en plus faible. Oui, les gens ne veulent pas d'éoliennes dans leur jardin, pour le dire autrement. C'est ça, en gros. On peut le déplorer, mais c'est une réalité. Et puis, il y a les vagues, il y a les barrages. Alors, il y a effectivement, alors c'est vraiment deux sujets différents. L'énergie houlomotrice, comme on dit, donc l'énergie des vagues, c'est vraiment quelque chose de très anecdotique, à la fois en termes de nombre d'installations développées dans le monde et d'efficacité de cette technologie. C'est très cher pour peu de rendement. Par contre, les barrages hydrauliques, alors ça, c'est évidemment très très développé et ça a une valeur absolument énorme parce qu'au-delà de produire de l'électricité avec de l'eau, donc c'est vraiment un barrage, il y a de l'eau qui tombe sur la turbine et qui produit de l'électricité. Ça permet plein d'autres choses. Ça permet d'abord de faire des batteries, justement. Alors ça, les gens ne le savent pas. En fait, les barrages hydroélectriques, ce sont en fait des batteries naturelles. Pourquoi ? Parce que l'électricité, c'est de l'eau. Elle est stockée dans un barrage, donc dans un grand lac. Et on l'utilise quand on en a besoin. Donc, dit autrement, l'eau stockée, ça devient une forme de batterie électrique géante qu'on va pouvoir utiliser à la demande quand on a besoin d'injecter de l'eau dans le circuit. Donc, si on laisse plus d'eau passer, il va y avoir plus d'électricité. Exactement. Mais si on bloque complètement... Et si on bloque complètement, on a sa batterie. Donc, on a un stock d'électricité qui est représenté par un lac d'eau, en fait, et qu'on va pouvoir utiliser quand on en a besoin. Donc, en fait, les batteries les plus importantes dans le monde aujourd'hui, ce sont des barrages. Et en plus, les barrages hydroélectriques, pour ceux qui aiment la nature, savent que ça permet aussi de réguler l'usage de l'eau et par exemple créer des zones de rafting dans le Verdon, voilà. Donc il y a en plus pas mal d'usages de l'eau qui est permis et régulé par les barrages hydroélectriques. Donc c'est évidemment quelque chose de très très performant et utile. Après, on a maximisé, pas tout à fait, mais on a quand même largement maximisé, en tout cas dans les pays développés, les zones où on pouvait créer des barrages. Donc ça, on pourra pas aller au-delà. Un tout petit peu, mais c'est assez modeste. Et est-ce que, je reviens sur cette idée d'énergie renouvelable, est-ce que en limitant notre consommation, parce qu'on pourrait se dire aussi finalement, je veux avoir une consommation limitée, on pourrait envisager justement de réduire notre consommation d'électricité et donc de pas multiplier par 20 notre facture, mais simplement peut-être de la multiplier par 10. Enfin, alors, j'allais dire en toute logique économique, oui. Le problème de l'intermittence quand même reste posé. Et en fait, il faut bien avoir conscience qu'il y a une double dynamique en jeu en permanence avec l'électricité en particulier. C'est qu'il y a à la fois un développement des usages, parce que la voiture devient électrique, parce que la pompe à chaleur remplace le chauffage gaz, parce que on utilise potentiellement, en tout cas dans nos usages, de plus en plus d'électricité. Donc on pourrait se dire que ça développe les besoins. Mais par ailleurs, il y a un effet naturel d'efficacité énergétique. Les technologies se développent, évoluent, et donc tout consomme moins. Vous voyez bien, quand vous achetez un nouveau frigo, oui, a priori, il va moins. Il y a l'étiquette avant, elle s'appelait A ou B ou C. Après, elle s'est appelée A++. Maintenant, c'est A++++. Ils ont été obligés de diviser parce qu'en fait, les produits sont devenus mécaniquement, automatiquement, progressivement de plus en plus économes en électricité. Donc en fait, on est toujours dans cette tension entre oui, on a besoin de data center pour l'IA, ça va consommer énormément. Oui, mais en fait, les puces qui sont dans le data center consomment individuellement chacune de moins en moins d'énergie pour produire le même effet. Donc c'est une tension permanente. On va revenir sur l'IA évidemment parce que c'est un énorme sujet. Quand tu parles d'intermittence, est-ce que tu peux nous donner des chiffres? C'est quoi l'intermittence par exemple des éoliennes, des panneaux solaires, pour que les gens puissent se rendre compte aussi de quoi on parle. Si on fait une moyenne, parce que c'est évidemment moyenné en fonction des zones, du moment, voilà, on est en gros à un rendement qui oscille autour de 25-30%. D'accord. Donc dit autrement, ça produit à plein à peu près 30% du temps. D'accord. Donc c'est assez modeste. En fait. Ouais, c'est assez modeste. Et donc il y a des effets évidemment, ce qu'on appelle de cloche solaire, par exemple pour le photovoltaïque, c'est-à-dire que ça produit quand le soleil est au zénith au maximum, donc autour de midi, qui est pas toujours le moment où on a le plus besoin d'électricité. C'est même rarement le cas, puisqu'on en a plutôt le besoin le matin quand on se lève, le soir quand on rentre chez soi, quand on fait la cuisine, l'été un peu plus avec la climatisation, mais bon. Et puis les éoliennes, c'est quand il y a du vent, donc par définition, c'est encore moins prévisible de ce point de vue-là. Juste parce que tu parles de consommation et du moment où on en a besoin, et je sais qu'il y a eu beaucoup de... Je vais changer de sujet, mais parce que ça me fait penser, du coup, et j'ai peur de pas y penser après, mais j'ai parlé des compteurs Linkcity. Linky, pas Linkcity, n'importe quoi. Linky, il y a eu beaucoup de... Je sais pas comment dire, des gens qui ont pensé que c'était une sorte de flicage ou que... De désinformation complète. Beaucoup de désinformation sur ce Linky. Beaucoup de mythes, en fait. Je sais pas, oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce compteur?
Oui, alors Linky d'abord c'est pas EDF, c'est Enedis, hein. Enedis qui est le réseau de distribution. Donc je précise que c'est pas EDF. Ah, c'est pas la même chose. Non, Enedis en fait est le monopole français, ce que n'est pas EDF. Nous ne sommes pas un monopole, on est une entreprise privée en concurrence avec plein de gens. D'ailleurs, vous recevez plein de publicités sur changer de fournisseur d'électricité. Donc on est vraiment en concurrence. Enedis c'est un monopole et Enedis fait la gestion du réseau, c'est-à-dire les tuyaux, enfin les fils en l'occurrence électriques qui amènent l'électricité chez chacun d'entre nous. Et donc c'est Enedis qui gère les compteurs. Linky c'est quoi? C'est un compteur communicant. C'est-à-dire que c'est un compteur comme les anciens compteurs. Il n'y a aucune différence. Il est électronique. Ok. Il n'y a pas un disque qui tourne dedans. Bon, ok, il est électronique, mais c'est juste un compteur. La différence, c'est qu'il va remonter les données de consommation. C'est-à-dire uniquement l'index, qui est écrit, voilà, qu'est-ce que j'ai consommé de façon automatique via, et ça c'est très important, via les fils électriques. Il n'y a pas d'émission d'ondes. Il y a eu ce fantasme de dire ça émet des ondes. Alors Linky n'émet aucune onde, il n'y a pas d'antenne dedans, c'est pas comme un téléphone mobile, etc. Ça envoie en fait les données via le réseau électrique, donc via les fils qui sont dans les murs. Donc voilà, et une fois par jour pendant 10 secondes. Donc vraiment, oui, ça va. C'est pas du tout voilà. Deuxième évidemment fantasme, c'était on va être fliqué. Oui. Alors on va être fliqué. Pourquoi? Parce qu'ils vont connaître ma consommation d'électricité en permanence, donc peut-être que savoir que je sais pas, j'ai consommé à telle heure, etc. Bon, alors, évidemment, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas tout ça dans un compteur. Non, a priori. Voilà, et puis souvent, il est dans un placard, de toute façon. Et puis, ça se saurait, parce qu'il y a bien des gens qui l'auraient démonté pour vérifier, donc voilà. Et ça, il faut savoir que Linky permet, effectivement, pour optimiser sa consommation, d'avoir des détails au pas quart d'heure. C'est-à-dire, on peut savoir combien on a consommé quart d'heure par quart d'heure. Mais ça, c'est opt-in, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut que le client le demande, le décide explicitement sur l'espace client sur Internet, pour dire, moi, je veux cette analyse-là. Sinon, elle n'existe pas. Donc non, franchement, Linky, il y a zéro sujet. D'ailleurs, il y a eu des polémiques parce que on aime bien, monter en épingle un sujet ou l'autre, et ça a en fait vraiment gêné Linky. Ça a gêné des gens qui fraudaient. Voilà, oui, c'est ça. Se le dire. Et donc qui ont fait monter une campagne contre ça. Aujourd'hui, quasiment tout le monde l'a. Ça n'a posé de problème à personne et ça fonctionne très bien. Okay. Et accessoirement, on n'a plus besoin d'ouvrir la porte tous les 6 mois pour faire venir quelqu'un pour un relevé, ce qui est un confort de vie quand même pas désagréable. Je vais te parler du nucléaire. Je vais revenir au panneau solaire après, mais je voudrais te parler du nucléaire parce qu'on est en train de couvrir là très rapidement les différentes énergies. Évidemment, la principale critique du nucléaire, c'est les déchets nucléaires. Aujourd'hui, on en est où de l'innovation sur les déchets nucléaires? Alors, les déchets nucléaires, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement réglementé. Alors, dans le monde entier, mais en France, par l'ANDRA en particulier, et puis l'autorité de sûreté nucléaire, évidemment, qui surveille ça vraiment de très très près. Faut voir de quoi on parle déjà. D'abord, le volume de déchets qu'on peut avoir en tête quand on pense à déchets nucléaires, c'est-à-dire des déchets à longue vie, donc des déchets très radioactifs à longue vie. Tous les déchets qui ont été produits par le parc nucléaire français à date, c'est en gros 4000 m3. Ça fait quoi 4000 m3? Ça fait en gros 2 piscines. 2 piscines olympiques, en volume. Donc depuis les années 60, la France a produit en gros l'équivalent de 2 grandes piscines olympiques en déchets nucléaires à vie longue. Donc c'est un volume qui est très gérable. Donc il faut d'abord se dire que quand on parle de déchets nucléaires, on parle pas des décharges en plein air incroyables, etc. On parle vraiment de quelque chose de très réglementé et à des volumes très très réduits. Et ce sont effectivement des déchets qui sont gérés. Alors il y a un lieu très connu, c'est le seul d'ailleurs aujourd'hui à La Hague, qui est bien connu, les fameuses piscines de La Hague. Ce sont des vraies piscines avec de l'eau, parce qu'en fait l'eau est un des meilleurs protecteurs contre les radiations. Donc en fait c'est vraiment des colis qui sont mis dans les piscines avec une eau traitée, avec évidemment des produits spécifiques, qui permet en fait de maintenir ces produits-là. Et puis il y a un projet qui s'appelle CIGEO, qui est mené par l'ANDRA, d'enfouissement en fait de ces déchets à terme dans des couches géologiques très très profondes, pour justement leur laisser le temps de perdre leur radioactivité progressivement. Donc le déchet nucléaire, c'est quelque chose qui est totalement géré, compris, maîtrisé et dans des volumes assez faibles. Toute production d'énergie, mais pas que de l'énergie d'ailleurs, mais bon, toute production humaine, toute production d'énergie génère des déchets. Quand on extrait du gaz, on l'extrait avec des produits chimiques qui sont injectés dans le sol, avec des installations qui produisent un certain nombre d'émissions. Et puis derrière, quand il brûle, ça produit du CO2 et des particules. Oui, bien sûr. Donc c'est aussi une forme de déchet. Le pétrole, n'en parlons pas, c'est évident. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est, j'allais dire, consubstantiel aux énergies. Après, ce qui est évidemment inquiétant dans l'inconscient collectif, c'est la radioactivité. Oui, c'est cette idée que
C'est invisible. Il y a eu des bombes utilisées dans des guerres précédemment, voilà. Qui évidemment ont fait des dégâts absolument colossaux. Ça n'a rien à voir avec le nucléaire civil évidemment, mais dans l'inconscient collectif, il y a cette idée de radioactivité qui est très dangereuse. Et elle l'est évidemment, il faut être clair. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est maîtrisé et géré, y compris dans les accidents qui ont eu lieu dans le nucléaire civil, puisqu'on connaît par exemple l'accident de Fukushima, oui, on va y revenir, bien sûr, qui est évidemment très célèbre. Il faut vraiment s'y intéresser quand on en parle. Et quand on va regarder ce qui s'est passé à Fukushima, c'est d'abord pas un accident nucléaire, c'est un tsunami. Oui. C'est un tsunami qui a, hélas, généré des dizaines et des dizaines de milliers de morts, mais c'est le tsunami, c'est pas la centrale nucléaire qui a créé ces dégâts monumentaux. Et la centrale, évidemment, a connu des difficultés très importantes, s'est emballée, mais aujourd'hui, on doit être une vingtaine d'années après, j'ai plus la date. Oui, je sais pas, je connais pas la date. J'ai plus la date exacte. En fait, tous les gens de la région sont revenus. Oui. Ils sont installés autour. Il y a un périmètre de sécurité de 2 km, je crois, autour aujourd'hui de la centrale. Okay. Donc, il faut savoir de quoi on parle. C'est juste ça. Il faut pas être sur des fantasmes par rapport en fait, sur des choses qu'on comprend pas, il y a forcément des fantasmes. Bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner. Exactement. Juste pour revenir sur les déchets nucléaires, j'ai 2 questions, mais je vais les poser une après l'autre. Une centrale nucléaire, j'imagine que t'as pas forcément le chiffre en tête, ou peut-être tu l'as, j'en sais rien, mais on peut imaginer que c'est combien de déchets en volume sur une année une centrale, c'est combien de alors quand elle tourne, je veux dire, bien sûr. C'est très très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de variations entre les centrales. Certaines sont plus puissantes que d'autres, certaines fonctionnent plus souvent que d'autres, etc. Mais je pense que ce que je disais, c'est-à-dire depuis les années 60, en gros, le début du parc nucléaire, c'est 2 piscines olympiques de tous les déchets générés par l'ensemble des réacteurs en France. Il y a 56 réacteurs en fonctionnement, plus un bientôt raccordé qui est Flamanville 3, donc ça fera 57. Voilà, ça donne une idée. Voilà, donc c'est des volumes extrêmement faibles. C'est une petite piscine en plastique, quoi. On peut se dire. Alors, c'est plutôt des containers très très sécurisés, mais effectivement en volume, ça ressemble à des tonneaux, quoi, pour le dire comme ça. Est-ce qu'on peut réutiliser, ou c'est un mythe, ou c'est un truc que j'ai entendu et que j'ai pas bien compris, réutiliser les déchets nucléaires aujourd'hui, on peut recycler, non? Alors ça, c'est évidemment quelque chose de formidable et qu'on fait. Et il y a 2 axes sur ce sujet-là. Le premier, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la possibilité effectivement de retraiter, comme on dit, une partie de ce combustible usé pour le réinjecter dans les centrales en fonctionnement. Et donc oui, il y a une partie aujourd'hui qui est recyclée. C'est vraiment de la fermeture du cycle, c'est du recyclage, comme on le ferait avec du plastique. Alors pas de la même façon évidemment, mais l'idée c'est bien celle-là, c'est de récupérer une partie des déchets pour les réutiliser. Et il y a des travaux qui sont menés, alors là c'est de la recherche, on n'en est pas opérationnel, sur ce qu'on appelle la fermeture du cycle, c'est-à-dire des technologies nucléaires qui permettraient de réutiliser en permanence le même combustible. Donc ils ne génèrent quasiment plus de déchets en fait. D'accord. Et donc ça c'est à l'horizon, on peut imaginer 2050, 2060, 2070. En tout cas, il y a beaucoup de recherches qui sont menées là-dessus pour justement, et le président de la République l'a annoncé d'ailleurs en comité de politique nucléaire il y a 2-3 semaines, la France va investir sur ce sujet, comme plein d'autres pays dans le monde, pour trouver justement ces technologies qui permettent de faire du nucléaire sans générer ces déchets radioactifs à vie longue. Je vais parler des dépendances géopolitiques liées à l'énergie. Bon, pour le pétrole, le gaz, je crois que c'est relativement clair. Je suis pas sûr que ce soit très clair pour tout le monde, mais en gros, le pétrole, il vient beaucoup du Moyen-Orient, un peu de Norvège, beaucoup des États-Unis. Je sais pas s'il y a d'autres. Russie. Oui, de Russie, mais moi, en ce moment, un peu moins. Un peu moins, oui. Alors, dans la réalité opérationnelle, oui, un peu moins. Le gaz, il vient d'où? Il vient... Alors, il y a beaucoup de gaz partout aussi dans ces zones-là. Exactement les mêmes. Russie, Moyen-Orient, États-Unis, alors qu'il n'est pas extrait de la même façon. Mais effectivement, oui, il y a beaucoup de gaz qui vient de ces régions-là. Ok. Panneaux photovoltaïques, c'est principalement la Chine. Qui les produit. Qui les fabrique et qui les exporte dans le monde entier. Oui, c'est 80%. Comment on a raté ce virage en France? En Europe, ça, je pense qu'on peut le regarder sur à peu près toutes les technologies que les Chinois ont réussi à industrialiser en volume très fort. D'abord, il y a aujourd'hui aucune préférence géographique d'achat pour ce type de produit, parce que le choix doctrinaire qui avait été fait, c'est de dire on veut acheter les panneaux les moins chers possibles pour que l'énergie produite soit la moins chère possible, pour que le consommateur à la fin paye le moins cher possible. Bon. Donc, de fait, il fallait acheter le moins cher. Pourquoi les Chinois sont les moins chers? D'abord parce c'est l'usine du monde. Oui, bien sûr. Voilà. Ils produisent beaucoup moins cher, mais aussi parce qu'ils produisent des quantités
très importantes pour leur propre marché intérieur. Oui, c'est ça. Ce qu'on réalise peut-être pas en Europe, c'est qu'aujourd'hui, les plus avancés sur le déploiement des énergies alternatives, ce sont les Chinois. Oui, alors qu'on a tendance à les critiquer sur la pollution, mais en fait, les Chinois aujourd'hui, dans la réalité de leur production, évidemment, elle reste très polluée parce que c'est un pays immense, d'1 milliard d'habitants, etc. Mais la réalité, c'est que c'est ceux qui avancent le plus vite sur leurs objectifs de décarbonation. Et donc, ils installent aujourd'hui un nombre de centrales photovoltaïques, éoliennes et nucléaires qui n'a aucun équivalent dans le monde. Donc ça veut dire qu'en gros, ils savent produire, pour revenir à la question des panneaux photovoltaïques, beaucoup de panneaux très performants à très faible coût. Et donc le choix qui a été fait par les différents pays, c'est d'installer les panneaux les moins chers. Donc ils viennent de Chine. Ok. Est-ce que, donc toujours dépendance géopolitique, est-ce qu'on a de l'uranium en France ? Alors il n'y a pas, au sens exploitable en tout cas, il n'y a pas d'uranium en France. Par contre, il y a des sources, des gisements d'uranium dans plein d'endroits dans le monde. Donc là aussi, c'est peut-être un fantasme de dire il n'y a de l'uranium que dans peu d'endroits et donc une guerre, etc. peut bloquer l'alimentation en uranium. C'est pas le cas. Par ailleurs, il y a des stocks d'uranium qui sont faits, c'est-à-dire sur plusieurs années. Donc, il y a, évidemment, c'est confidentiel ce genre d'infos, donc je peux pas donner de détails, mais la sécurisation des stocks prévisionnels d'uranium est quelque chose qui occupe beaucoup de gens, qui travaillent de façon très sérieuse. Et il y a aujourd'hui absolument pas d'inquiétude sur l'approvisionnement en uranium. Il y en a beaucoup de l'uranium, il est pas très cher d'ailleurs, et il y en a dans plein d'endroits dans le monde. D'accord. Oui, parce que comme il y en a beaucoup, il est pas cher. Enfin, par définition. Je voudrais revenir sur le nucléaire, surtout sur le savoir-faire. Enfin, il y a une dépendance géopolitique parce que je pensais aux barrages, donc on a de l'eau en France, on a de l'eau en France comme il y a de l'eau dans beaucoup de pays, potable plus ou moins. Ça, c'est une autre discussion et c'est moins ta spécialité, donc on va pas aller là-dessus. Mais par contre, il y a des questions de savoir-faire dès qu'il s'agit de barrages, mais dès qu'il s'agit également de centrales nucléaires. En France, on avait une grosse avance, je pense, sur les centrales nucléaires. Je sais pas trop sur les barrages d'ailleurs, mais aussi, on est parmi les premiers pays à avoir développé les plus beaux barrages. Au moment là, je parle de la Seconde Guerre mondiale, même avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est vraiment. Aujourd'hui, on en est où ? Parce qu'il y a eu cet appel d'offres en Europe qui a été perdu, enfin, en tout cas qui a été donné à la Corée du Sud, si je me trompe pas trop. Oui, qui a gagné en tout cas. Effectivement, c'est la Corée du Sud pour la construction de centrales nucléaires. Alors là, en l'occurrence, c'était pas une question de compétence, c'était une question de coût. D'accord. C'est-à-dire que la Corée, pour implanter ses réacteurs, a décidé de faire des efforts très très importants sur les coûts. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, il suffit de lire la presse. Des interrogations commencent à émerger sur mais est-ce qu'ils seront capables en fait de tenir ces coûts-là. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais la question des compétences, elle est absolument essentielle. On a en France et on a toujours des compétences absolument majeures sur l'hydro et sur le nucléaire. Okay. Pourquoi ? Parce que on a parmi les plus gros parcs au monde. Et on les a depuis très longtemps, donc évidemment on a beaucoup de compétences. Ce qui a été très problématique pour nous, Français, pas que, les Américains ont exactement les mêmes problèmes avec Westinghouse et un certain nombre d'autres pays ont connu ça aussi, c'est les compétences de construction. On a arrêté de construire des centrales nucléaires pour des raisons principalement idéologiques, on va se le dire, c'était pas à la mode. Voilà. On a même connu une époque où on demandait de fermer les centrales nucléaires. Oui, bien sûr. Et donc, par définition, les gens qui savaient faire sont partis à la retraite. Et puis, les jeunes qui avaient envie de se former, ils n'allaient pas se former sur des technologies dont on disait qu'elles n'avaient pas d'avenir. Ouais. Aujourd'hui, le monde a complètement basculé et le monde se dit oh là là, mais au contraire, il faut qu'on développe un maximum de nucléaire parce qu'on a besoin de cette électricité qui est vertueuse d'un point de vue écologique, donc on en a besoin. Et donc, on est en train d'essayer de rattraper à marche forcée la formation de beaucoup de jeunes. On fait 10 000 recrutements par an dans les prochaines années chez EDF, donc ça va être beaucoup, pour venir justement redévelopper ces compétences de construction. Vraiment de construction de centrales nucléaires. Alors les Français ne le savent pas, par exemple, EDF aujourd'hui exploite toutes les centrales nucléaires britanniques. Donc le Royaume-Uni en fait est exploité en termes d'électricité pour ses centrales électriques nucléaires par EDF. Et donc on est en train de construire d'ailleurs au Royaume-Uni 2 réacteurs à Hinkley Point C, on a des projets à Sizewell, donc on est en train de construire en ce moment même des réacteurs nucléaires au Royaume-Uni. Et vous exploitez. Et on exploite et on commercialise également parce qu'on est aussi fournisseur d'électricité au Royaume-Uni. D'accord. On est le 2e fournisseur d'électricité, premier producteur, 2e fournisseur au Royaume-Uni sous la marque EDF, ça s'appelle EDF. D'accord. Et donc tout ça pour dire que l'expertise et la compétence nucléaire d'EDF, elle est reconnue, y compris chez nos amis anglais qui pourtant sont pas toujours réputés pour avoir un regard bienveillant sur les Français.
français. Je sais, c'est pour la blague, mais sûr. voilà. Non. Et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on a une expertise très très forte, mais où on doit remonter en compétence sur la capacité à construire rapidement et à un coût raisonnable. Et d'autant plus que la France, puisque par la voix du gouvernement et du président de la République, a demandé à ce qu'on reconstruise en France de nouveaux réacteurs, 6 pour l'instant, donc 3 paires, dans les prochaines années. Alors ça prend beaucoup de temps à construire un réacteur, donc c'est prévu pour on va dire un démarrage entre 35 et 40 pour les premières paires. Donc on a besoin de ces compétences et on les redéveloppe. Mais c'est vrai que le fait d'avoir arrêté de construire, on a perdu des compétences. C'est quoi les compétences dont tu parles? Je sais qu'il y a des questions de joint, si je me trompe pas trop. De soudure. De soudure, pardon. C'est quoi les compétences dont tu parles, enfin, précisément? Alors, c'est vraiment tout type de compétences de construction, mais d'une spécialisation et d'une exigence toute particulière. Ouais. Parce que quand on construit une centrale, par exemple une centrale nucléaire, on a besoin de béton. Oui. On va dire, béton, on sait faire. Et puis, alors, des boîtes françaises qui savent faire du béton, on en connaît quelques-unes. Oui. Mais le béton nucléaire, c'est pas le béton. C'est-à-dire l'exigence de qualité spécifique, spécifiée par une réglementation extrêmement poussée, etc., de béton dont on a besoin dans le nucléaire, c'est quelque chose de très spécifique. Et donc, c'est une compétence qui est différente du béton dont on va avoir besoin pour construire un stade ou un immeuble. Donc ça, c'est un exemple de compétence. Donc ça, c'est, j'allais dire, un peu les macro-compétences. La deuxième, c'est les gros composants. Les gros composants, c'est quoi? C'est les cuves, c'est ce qu'on appelle les générateurs de vapeur. Bref, c'est tous ces composants qui peuvent être très gros ou petits, d'ailleurs des vannes, des pompes, etc. Il y en a des milliers et des milliers dans une centrale. Tous ces produits-là, encore une fois, c'est pas le petit robinet qu'on met sur son évier. C'est évidemment des choses faites pour fonctionner dans le monde nucléaire avec des réglementations, des normes et des coûts très différents. Et donc ça aussi, il faut être capable de le produire à un prix raisonnable et à, on va dire, une qualité, un niveau de qualité nucléaire. Une cuve, c'est 2 ans de travail. Wow. 2 ans. Un forgé de cuve, c'est 2 ans de travail. Donc on est sur quelque chose là aussi qui demande une expertise incroyable. Et puis après, sur le terrain, pour faire ce qu'on appelle les montages ou pour faire les soudures, par exemple, on a besoin de techniciens, là aussi extrêmement qualifiés. Un soudeur dans le nucléaire, c'est pas un soudeur dans l'automobile. Donc il faut le former et c'est plusieurs années de formation. C'est-à-dire ça se fait pas en 6 mois dans un CFA, c'est plusieurs années de formation. Et donc ça aussi, c'est des compétences qu'on a besoin de retrouver. D'autant que c'est des métiers bien rémunérés. Un soudeur dans le nucléaire, ça gagne très bien sa vie. C'est quoi? C'est au moins 3 000, 4 000 euros par mois. Oui, donc c'est largement au-dessus de la moyenne. Et puis il y a tout un tas de primes, enfin bref, voilà. Donc ce sont des métiers manuels bien rémunérés. Et qui sont valorisés et pour lesquels il y a une certitude d'employabilité pour les dizaines et dizaines d'années à venir. Et pour les gens qui se posent la question de savoir quoi faire avec leurs enfants, où est-ce que tu te formes? Alors, il y a un certain nombre évidemment, dans le système de formation français, d'écoles qui sont spécialisées. Et nous-mêmes, en fait, on a créé une école de soudure qui est accessible pour, évidemment, les enfants qui le souhaiteraient et ceux qui veulent se reconvertir, parce qu'il y a aussi de la reconversion. Donc, il y a aujourd'hui plein de voies et moyens de le faire. Et on a un soutien, je dois dire, très fort de l'Éducation nationale pour justement permettre à ceux qui le souhaiteraient d'aller vers ces métiers techniques du nucléaire qui sont vraiment très, très attractifs aujourd'hui. Tu disais, on va mettre des nouvelles centrales. Elles vont être où ces centrales? Parce qu'en fait, tu disais, personne n'a envie d'avoir une éolienne dans le jardin. Moi, je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir une centrale nucléaire dans mon jardin. De la même façon, effectivement, ça n'a pas une attractivité forte, sauf pour les gens qui habitent à côté. Alors ça, c'est intéressant. Je fais une parenthèse. Mais quand on interroge les gens qui habitent à côté d'une centrale, ils sont ravis, mais vraiment ravis d'avoir une centrale près de chez eux. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'en général, elles sont installées dans des zones où on va dire que le bassin d'emploi est pas énorme. Ouais. Donc la centrale, ça emploie des milliers et des milliers de personnes, une centrale nucléaire. Donc ça emploie beaucoup de monde. En fait, Et ça reverse pas mal de taxes locales. Ah. Et donc ça permet d'avoir une vie locale extrêmement développée, extrêmement riche. Et voilà, ceux qui connaissent les villages autour de centrales nucléaires pourront voir qu'on y vit très confortablement. Donc parce que les impôts fonciers, etc., sont faibles en fait. Parce que oui, et puis les piscines sont olympiques et les salles des fêtes ressemblent à Bercy. Non, je plaisante, mais c'est vraiment une manne locale pour la vie locale qui est très très importante. Et puis ça fait beaucoup d'emplois. Et puis ça fait travailler les hôtels autour, les restaurants. Enfin bref, la vie locale. Et quel genre d'emploi il peut y avoir dans une centrale? Pardon, Alors c'est des milliers de personnes. C'est encore une fois une centrale, ça demande vraiment des expertises pour fonctionner. Donc ça va depuis les personnes qui font de la salle de conduite, donc qui sont dans la salle. Ces salles de commande qu'on voit parfois dans les images ou dans les films, donc qui pilotent la centrale. Mais il y a des gens qui font les réparations. Il y a évidemment des milliers de vannes, des milliers de tuyaux, des milliers de composants qu'il faut travailler. Il y a toute la partie informatique et technique. C'est des milliers de personnes. Il y a des gens qui font le retraitement des déchets, qui travaillent sur les circuits d'eau, les circuits chimiques, l'environnement. Enfin, il y a
C'est des milliers de personnes, une centrale. Donc, en fait, chaque centrale, faut voir que c'est une ETI, en fait. C'est une entreprise en tant que telle. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Si on regarde l'économie d'une centrale, il faut savoir qu'une centrale nucléaire qui ne fonctionne pas, qui est arrêtée, c'est une perte d'1 million par jour. Un réacteur qui ne fonctionne pas, c'est 1 million par jour de perdu. Ou à l'inverse, un réacteur qui fonctionne, ça rapporte 1 million par jour en moyenne. Et pourquoi ils fonctionnent pas en permanence? Parce que on est obligé de les maintenir, c'est ça? Alors voilà, ils fonctionnent l'immense majorité du temps. Ils sont en maintenance régulière pour changer le combustible, par exemple, donc mettre du nouvel uranium dans le cœur, pour faire des réparations, des maintenances préventives, puisqu'il y a évidemment tout un tas d'entretien qui se fait régulièrement. Donc ça, c'est évidemment assez classique. C'est souvent fait l'été, quand c'est possible, puisque évidemment on a un peu besoin de moins d'électricité l'été que l'hiver, parce qu'il y a moins de chauffage, bien que la climatisation se développe à vitesse grand V vu très fortement. Ouais. Avec le réchauffement climatique. Donc voilà. Et puis, on fait aussi ce qu'on appelle de la modulation. C'est-à-dire que quand il y a moins besoin d'électricité, on est capable de faire fonctionner les centrales à puissance moindre. Donc, elles ne fonctionnent plus à 100% de production, mais elles peuvent fonctionner à 80, 60, jamais en dessous de 20. Donc, ça peut descendre jusqu'à 20%. Par exemple, je citais tout à l'heure la cloche solaire. Il y a beaucoup de soleil le midi. Donc les panneaux photovoltaïques produisent beaucoup. On a moins besoin d'électricité à midi, comme on le disait. Là, typiquement, on a souvent des centrales nucléaires qui modulent, c'est-à-dire que pour donner la priorité au solaire, elles baissent en fait leur production. Tu parlais de changement climatique. Un des éléments, mais tu vas me dire si je me trompe, et sans doute que je me trompe, mais c'est qu'on a de moins en moins de sable. Et donc, comme tu parlais de béton, et qu'on a besoin de sable pour faire du béton, le problème, c'est comment on va trouver le béton si on n'a plus le sable? Comment on va produire le béton s'il y a plus trop de sable? Alors, moi, je suis pas du tout un spécialiste pour le coup des matières premières, mais par rapport aux besoins qu'on a, qui sont quand même très modérés en construction, parce que là, je parle par exemple de 6 réacteurs construits sur une période de 20-25 ans, on a largement ce qu'il faut pour faire le béton pour 6 réacteurs. C'est pas du tout une problématique aujourd'hui stratégique pour nous. Ok, je comprends. Ils vont à tous ces nouveaux réacteurs? Alors, ils vont être implantés sur des terrains qui sont les mêmes que les anciens réacteurs, c'est-à-dire à côté. Donc ceux qui sont contents à côté, ils seront encore plus contents. Donc exactement. En fait, EDF a, par précaution, dans les années 70-80, quand nous avons acquis des terrains pour développer des centrales, on a acquis beaucoup plus de terrain que le besoin. Et donc, il y a aujourd'hui du terrain disponible dans un certain nombre d'endroits. Panly, par exemple, puisque c'est un de ceux qui est officiel, où en fait, on construit à côté des réacteurs existants. Donc c'est juste au même endroit. Et c'est pas dangereux? Dans quel sens? Je sais pas, qu'il y ait une centrale l'une à côté de l'autre, s'il y a un accident, j'en sais rien. Alors non, parce que le principe d'une centrale, c'est qu'elle est confinée. Donc une centrale, ça n'explose pas. Alors ça aussi, il y a un fantasme, c'est qu'une centrale nucléaire, ça peut exploser. Une centrale nucléaire, ça peut pas exploser. Alors en tout cas, les technologies qu'on a en France, ça ne peut pas exploser. Tchernobyl était une vieille technologie russe qui était très différente. Donc ça n'explose pas une centrale, donc il n'y a pas de risque que l'une endommage l'autre si elle avait un problème. Et évidemment, tout ça est extrêmement régulé par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc évidemment que c'est pas EDF qui décide, c'est la loi, la réglementation française, européenne et mondiale, et une autorité qui surveille de très près tout ça. Mais donc non, c'est plutôt vertueux de les concentrer au même endroit, en tout cas d'un point de vue d'exploitation. C'est plutôt la bonne chose. Et puis effectivement, ça évite de dire aux gens, on va vous installer une centrale près de chez vous. Bon là, elles sont déjà là, donc ça change pas grand-chose. Comme ils sont contents en même temps. Et en plus, ils sont contents. Justement, sur les accidents nucléaires, parce qu'en fait, il y a beaucoup de fantasmes, je pense, sur ce sujet. Qu'est-ce qui peut se passer, entre guillemets, au pire avec une centrale nucléaire? Alors d'abord, oui, c'est dangereux, donc ça, il faut se le dire, mais comme beaucoup de choses, évidemment, vous prenez l'avion, vous prenez un risque, et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de crash d'avion, évidemment, que de problèmes de centrales nucléaires. Oui, ça. Et beaucoup plus de gens qui meurent dans des voitures que dans les avions. Et évidemment, donc c'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les centrales fonctionnent, on fonctionne sur un principe d'amélioration continue. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu un accident nucléaire dans un pays dans le monde, il y a eu un apprentissage mondial et qui derrière s'est appliqué à l'ensemble des centrales existantes et aux futures qui se construisent. Si je prends l'exemple, on parlait de Fukushima, qui est évidemment le dernier qui a marqué l'opinion publique à raison. Ce qui s'est passé, c'est quoi à Fukushima? C'est pas une défaillance de centrale, c'est un tsunami qui est venu inonder la centrale et qui a perdu son alimentation électrique. Or, bref, je vais pas rentrer dans la technique, mais une centrale, ça a besoin d'avoir de l'électricité en permanence pour fonctionner. Et donc, le cœur a fondu, c'est-à-dire que le cœur du combustible nucléaire, en fait, a traversé le sol et est rentré dans le sol. C'était un accident qui n'avait pas été envisagé, parce que les tsunamis n'avaient pas été envisagés de ce point de vue-là, en tout cas, par les autorités de sûreté mondiales. Et donc, c'est appliqué à nous en France, mais c'est le cas dans le monde entier, par l'autorité de sûreté nucléaire, un rétrofit
pardon pour le terme anglais, mais des gros travaux qui ont été imposés sur l'ensemble des tranches nucléaires en France pour faire en sorte qu'il y ait des générateurs électriques qui sont mis en hauteur. Donc on les voit, ils sont mis à plusieurs mètres de hauteur sous le sol, même dans des endroits où il n'y a pas de risque de tsunami. Oui, parce que... Et en France, le risque de tsunami est assez limité. C'est ça. Mais néanmoins, ça a quand même été fait. Donc il y a aujourd'hui des générateurs diesel qui sont présents pour apporter de l'électricité en permanence à la centrale au cas où elle aurait une coupure électrique. Il y a eu l'installation sur beaucoup de réacteurs de ce qu'on appelle des cendriers, c'est-à-dire que des grands bacs récupérateurs, on peut imaginer un cendrier pour la cigarette, des grands bacs récupérateurs qui sont mis sous les centrales pour que si le cœur fond, comme ça s'est passé à Fukushima, il soit récupéré, ce corium, par ces grands cendriers, donc il ne rentre pas dans la terre. Enfin bref, en gros, tout ce qui s'est passé dans les accidents précédents a été corrigé sur les centrales existantes pour être sûr que ça ne puisse pas se reproduire. Donc c'est vraiment un principe là, très très ancré dans le nucléaire, qui est qu'on apprend en permanence et on progresse en permanence par rapport à ça. Et donc typiquement le parc français aujourd'hui, quand bien même le risque de tsunami, en France est assez inexistant, est équipé pour résister à ce qu'a connu Fukushima. D'accord. Et donc qu'est-ce qui pourrait se passer enfin, j'imagine que vous avez ça en tête, mais est-ce que même il y a un potentiel de risque dans une centrale, à côté d'une centrale? Alors, encore une fois, par définition, à côté d'une installation industrielle, il peut toujours y avoir un risque. Le risque principal aujourd'hui, qui est traité d'ailleurs par les autorités, puisque c'est les autorités évidemment qui sont responsables de gérer les populations et pas du tout EDF, ce serait une fuite radioactive, c'est-à-dire dans l'air, des éléments radioactifs qui iraient dans l'air, et auquel cas, évidemment, une contamination radioactive qui se fait autour. C'est assez improbable. C'est assez improbable dans des volumes, en tout cas, dangereux. Et après, il y a tout un protocole d'évacuation qui fait que les populations autour sont évidemment informées régulièrement. Elles ont même des pastilles d'iode chez elles, pour tout dire, pour pouvoir justement gérer de façon sécuritaire un incident de ce type, qui aujourd'hui ne s'est pas produit. Oui, c'est jamais arrivé en fait. Mais c'est très important de dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Et ça, on travaille toujours avec cette idée qu'il n'y a pas de risque zéro. Et donc, il y a un sérieux et une préparation extrêmement importante à toutes les éventualités qui a lieu. En fait, ce truc ce que tu dis, c'est vraiment une démarche hyper scientifique. Ah, totalement. Et oui, mais du coup, c'est intéressant parce que la démarche scientifique qui est de toujours douter, du coup, c'est ce qui permet aussi aux gens de se dire, oui, mais c'est peut-être possible quand même. Tu vois, et en fait. Et on n'a jamais dit que c'était impossible. Et je pense que ce serait dangereux de dire aux populations que ça n'arrivera jamais, qu'il n'y aura jamais aucun problème. Mais ça, c'est vrai pour tout dans la vie. Oui, bien sûr. C'est vrai pour tout dans la vie. Encore une fois, je veux pas faire de parallèle. Moi, je l'aime bien, mais je sais que j'ai des collègues qui l'aiment pas. Mais le parallèle avec l'aviation, veut dire quand on monte dans un avion, évidemment qu'on ne pense pas au fait qu'il y aura un problème. Et d'ailleurs, en général, c'est un des moyens de transport les plus sécuritaires. Mais il y a quand même parfois des incidents. Ça arrive. Ça peut arriver. Et l'important, c'est comment est-ce qu'on sait les traiter, comment on sait les gérer. Est-ce que les gens sont formés à les traiter, à les gérer pour que ça ne pose pas de problème. Et la plupart du temps, c'est le cas. Une question que je me posais, c'est que, enfin, il y en a plusieurs, bien sûr, mais c'est les petites centrales. En fait, je sais pas la taille des centrales qui sont en train de développer en France, mais maintenant, il y a de plus en plus, et je vois ça aux États-Unis principalement, des petits, moi, ce que j'appelle, parce que je suis pas du tout expert du domaine, des petites centrales. Des petits réacteurs modulaires, des SMR, comme on dit, Small Modular Reactor, effectivement. C'est quoi ces réacteurs? Est-ce qu'on peut en mettre plus rapidement? Comment ça fonctionne? Alors, l'idée du SMR, je dis l'idée parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont en développement, mais il n'y en a aucun qui est construit. Ok, je pensais que ça marchait déjà. C'est quelque chose qui est en développement, et EDF en a un d'ailleurs, qui s'appelle Neward, c'est un projet d'EDF. Mais il y en a effectivement aux États-Unis, il y en a en Allemagne, un certain nombre de sociétés qui produisent des modèles de SMR, mais encore une fois, ne sont pas encore construits, encore développés. C'est quoi? C'est de faire effectivement des petits réacteurs, donc des versions miniatures finalement d'un réacteur nucléaire traditionnels, et pour certains avec des technologies un peu différentes. Des réacteurs traditionnels utilisent des systèmes de refroidissement ou des liquides calorigènes un peu différents, bref. Mais l'idée à la fin, c'est quoi? C'est d'avoir des installations plus petites, donc plus faciles à construire, moins coûteuses, qui produisent évidemment aussi beaucoup moins d'électricité, mais qui vont consommer moins de combustible, et du coup vont être aussi moins risquées dans leur exploitation, puisqu'elles ne vont pas demander des milliers de personnes, comme je le disais. Voilà. Alors évidemment, ça n'a de sens que dans certains cas. C'est-à-dire que quand on a besoin, comme on l'a en France ou dans n'importe quel pays développé, de grandes quantités d'électricité, on a besoin de ces grandes centrales. Et tous les grands pays ont des grandes centrales. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez classique. Mais par contre, quand on a besoin de remplacer une centrale charbon, par exemple,
ça peut faire du sens de se dire, je vais mettre un petit réacteur modulaire à la place, parce que c'est plug and play, entre guillemets, c'est-à-dire que, alors ça prend du temps, hein, évidemment, mais ça prend beaucoup moins de temps, théoriquement en tout cas, à développer. Voilà, et ça peut venir directement se mettre à l'endroit où il y avait par exemple une centrale charbon. Les Américains réfléchissent beaucoup dans ce sens-là. D'accord. Les Américains développent des SMR, pas pour remplacer leurs gros réacteurs, qui continuent de développer, d'exploiter, mais pour remplacer leur vieille centrale charbon, en disant on va progressivement remplacer le charbon par des SMR. C'est le pari que font les Américains. Et est-ce que, je me rends pas compte, parce que je sais que dans l'énergie, dans l'eau, etc., il y a un énorme problème de perdition dans les tuyaux, quoi, bêtement. Oui. Est-ce que dans l'électricité, il y a beaucoup de perdition? Parce qu'en fait, tu peux aussi vouloir avoir plus de centrales mieux réparti pour qu'il y ait moins de déperdition d'énergie. Alors ça, c'est physique, effectivement. Hein. L'électricité dans les fils et les câbles, ça chauffe. Et donc la chaleur, c'est de la déperdition d'énergie. Donc effectivement, oui, ça, c'est un principe physique que l'on connaît de façon très importante, mais qui est très maîtrisé, évidemment, depuis très longtemps. La question qui se pose là, c'est pas tant la question de la déperdition, qu'effectivement, ça peut être une question de répartition des installations sur le territoire ou sur les territoires, mais aussi une question de raccordement. Là aussi, je veux pas rentrer dans la technique, mais raccorder une centrale nucléaire, une grosse centrale nucléaire, à RTE pour ce qui est de la France, ça demande vraiment des câbles, des tuyaux extrêmement gros, extrêmement larges, et qui sont pas disponibles facilement à n'importe quel moment, n'importe où. Oui. Donc dit autrement, on peut pas arriver en plein milieu de la pampa, installer une centrale nucléaire et dire on va la raccorder là. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est des années de travail, de planification, etc. L'avantage des plus petits réacteurs, donc qui produisent moins d'électricité, donc moins d'énergie, c'est qu'on peut les raccorder là où avant on avait des petites centrales type gaz ou charbon qui étaient déjà raccordées. C'est là où je dis que c'est un peu plug and play aussi. C'est que ça permet finalement de réutiliser une partie des infrastructures existantes. Qu'est-ce qu'on... Je sais pas pourquoi ça m'est venu là comme ça, mais la cybersécurité, est-ce que c'est un sujet? Parce que je pense à la multiplicité des centrales. Je sais pas pourquoi j'ai fait une connexion dans ma tête avec la cybersécurité. C'est évidemment une préoccupation quotidienne, pas que pour les centrales nucléaires, pour tout type d'infrastructures, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Parce que tout ça, évidemment, c'est de la technique derrière, de la technologie. Bien sûr. En l'occurrence, pour ce qui est des centrales nucléaires, parce que c'est souvent sous cet angle-là que la question nous est posée, elles sont totalement isolées du réseau. Elles ne sont pas connectées à Internet. Dit autrement. Okay. Donc aujourd'hui, il y a un principe d'isolation en fait des systèmes qui fait que tout ce qui fait fonctionner la centrale n'est pas relié à un réseau informatique extérieur. Okay. Par contre, évidemment, les gens qui travaillent dans les bureaux, ils ont Internet, mais aucun des systèmes en fait informatiques n'est relié à Internet pour justement créer cette barrière physique, comme on dit. C'est vraiment une barrière physique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut circuler. Et donc, c'est un des moyens, c'est pas le seul, mais un des moyens de protéger en termes de cybersécurité les installations stratégiques. Et après, évidemment, toutes les grandes infrastructures, c'est vrai des télécoms, c'est vrai de l'énergie, c'est vrai, sont très attaquées, on le sait, par des gouvernements étrangers, par des hackers, par des Et donc oui, on est très évidemment attentifs à ça, très structurés à ça. C'est plusieurs centaines de personnes chez nous qui travaillent sur la cybersécurité à temps plein. Donc c'est un vrai sujet évidemment très sérieusement pris en compte. Et puis on a en France l'ANSSI qui, par rapport aux infrastructures stratégiques, évidemment, se préoccupe du sujet aussi. Donc forcément, forcément. Tu parlais au tout début de notre conversation d'IA. Il y a deux grosses innovations en ce moment qui consomment énormément d'énergie, c'est l'IA et la blockchain. Et parfois, quand je regarde, moi de mon point de vue, en tout cas, de ma petite chaise, le développement de l'IA, je me dis à un moment donné, il va falloir que on choisisse entre avoir de l'électricité, pouvoir faire tourner sa machine, et avoir de l'IA. Est-ce que j'ai tort de penser de cette manière? Ou parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une consommation qui est on en parle beaucoup, de la pollution qui est liée à l'utilisation de l'IA. Alors, la pollution de l'IA, elle est moins importante en France parce que l'électricité est très nettement moins importante. Voilà. Enfin, même si les serveurs sont pas nécessairement en France, d'ailleurs. Bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet qui est connexe, mais qui est très lié, mais voilà. En fait, idéalement, il faudrait que les serveurs soient en France pour que ça soit vraiment une consommation plutôt décarbonée. Et on y travaille. Eh bien, j'imagine. Est-ce que c'est une erreur de penser que l'IA, la blockchain, qui sont donc des gros consommateurs d'énergie, vont nous pousser dans des situations où on va devoir faire des choix stratégiques, en fait? Je pense que c'est toujours une erreur de penser en statique et pas en dynamique. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde à un instant T, et là,
Je parle vraiment pas de la France, on a zéro sujet en France. Hein. Aujourd'hui, on a toute l'électricité qu'on veut, on en a besoin, on l'a. On a exporté le record historique donc de toute la vie d'EDF à l'étranger l'année dernière. 90 TWh partis à l'étranger exportés. Donc en gros, 80, je sais pas ce que c'est. C'est, on va dire que c'est de l'ordre de 5 à 10% de la production française qu'on a exportée. Donc on a largement les marges de manœuvre en France pour vraiment faire. Et on aurait pu produire plus. Hein. Donc voilà. Oui. Donc en France, il y a zéro sujet. On a connu aux États-Unis, par exemple, certains États qui ont des réseaux électriques vieillissants, des infrastructures défaillantes, ou des installations de data centers sont venus finalement créer des blackouts, créer des difficultés sur les réseaux électriques pour les habitants parce que les data centers absorbaient énormément d'énergie. Donc, si on le regarde de façon statique, oui, il y a des développements data centers partout. Oui, dans certains pays, c'est pas le cas en France, encore une fois, c'est anarchique. Donc, ça peut venir créer des problèmes de cet ordre-là, des problèmes systémiques, en fait, sur le réseau. Maintenant, quand on regarde en dynamique, on peut pas se dire... La croissance de l'IA, c'est ça. Donc, la croissance de l'électricité, les besoins d'électricité, ça va être ça. Donc, si je tire la droite, à un moment, ça va créer un problème et on va tous mourir. Bon, ce qui est les doomsayers, comme on dit. Donc, les gens qui ont un regard négatif sur l'avenir raisonnent comme ça. En fait, la réalité, c'est pas celle-là. Si je décale juste un tout petit peu le problème, parce que j'aime bien cet exemple, parce qu'il traduit bien la difficulté dans laquelle on est de prévoir l'avenir par rapport à ça. Il y a maintenant 15 ans, on nous disait que les data centers, pas ceux qui font de l'IA, mais les data centers qui font tourner Google, Apple, Microsoft, etc., le cloud, comme on dit pudiquement, allaient représenter de l'ordre de 10% de la consommation mondiale d'électricité. 15 ans plus tard, on en est à 2,2%. Pourquoi les gens se sont trompés ? Parce qu'ils ont tiré la droite. C'est-à-dire qu'ils ont pris la consommation et l'évolution de la consommation, puis ils ont tiré un trait tout droit en se disant ça va continuer d'augmenter de la même façon, etc. Et en fait, c'est jamais le cas. Pourquoi ? Parce que les technologies, ça évolue très vite. L'efficacité énergétique, j'en parlais tout à l'heure, ça évolue très vite. C'est-à-dire que les mêmes puces consomment de moins en moins par rapport à ce qu'elles produisent, puisqu'on fait des nouvelles générations plus performantes. Et vu le coût de l'énergie dans la production de l'IA, par exemple, tout le monde a intérêt à ce qu'elle consomme de moins en moins. Oui. Donc, tout le monde y travaille, travaille très très fortement et très ardemment. Par ailleurs, l'IA aujourd'hui, elle est dans des data centers. On sait que c'est déjà le cas en partie aujourd'hui, mais de plus en plus demain, elle va être locale. C'est-à-dire qu'elle va être dans les appareils. Donc on va avoir une IA personnelle dans son téléphone qui va tourner en local dans le téléphone et qui va aller interroger le cloud uniquement quand elle ne sera pas assez puissante pour répondre. C'est déjà un peu le cas de certains types dans son iPhone aujourd'hui. C'est déjà le cas d'un certain nombre de requêtes qui sont traitées en local sur le téléphone, qui ne sont pas envoyées à distance. Donc il y a plein d'effets comme ça qui vont faire que c'est très difficile de prévoir ce que va être la consommation à l'avenir de l'IA en matière d'électricité. Les prévisions de l'Agence mondiale de l'énergie, qui évidemment est plutôt bien placée dans ce domaine-là, considèrent que oui, ça va croître, oui, ça va augmenter, mais ça va prendre quelques points. C'est-à-dire que on va pas être dans un risque global, mondial, systémique de manque d'électricité parce que développement de l'IA. Il pourra y avoir localement, dans certaines zones un peu sous-développées d'un point de vue électrique, et ça paraît bizarre quand je dis ça pour les États-Unis, mais les États-Unis, c'est vraiment un pays qui est relativement mal développé d'un point de vue électrique. Par exemple, il y a très peu d'interconnexions entre les États. Ah oui. Donc les États ne s'échangent pas beaucoup d'électricité, et donc s'il y en a un qui est défaillant, l'autre ne vient pas prendre le relais. Ah. Alors qu'en Europe, on est tous interconnectés. Mais même quand il y a eu ce problème en Espagne, Portugal, la France a pris le relais, non, il me semble. Alors on a pris le relais jusqu'au moment où on s'est déconnecté parce qu'ils allaient nous entraîner dans leur chute. Mais, mais effectivement, il y a eu un moment où l'interconnexion a fonctionné. Comment ils auraient pu Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est très très complexe et c'est eux qui communiquent maintenant progressivement parce qu'on n'a toujours pas de communication complète et totale, voilà. Mais ils ont communiqué sur ce qu'on appelle un orage parfait, c'est-à-dire une suite de problèmes assez improbables, mais qui sont tous passés en même temps et qui donc ont créé finalement une sorte de désynchronisation du réseau, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de renouvelables à un moment, puis d'un moment à l'autre il y en avait plus parce qu'il y a eu des couverture nuageuse, il y a eu plein d'effets météorologiques qui ont créé ça. Il y a eu des déconnexions de demande très rapides de grands consommateurs en gros d'électricité qui ont arrêté de consommer d'une seconde à l'autre. Bref, il y a un certain nombre de choses qui ont fait que le système s'est effondré. Ce qu'on ne sait pas, et ça c'est important de le comprendre, c'est que l'électricité c'est pas numérique, c'est analogique. Ça veut dire quoi ? C'est que le numérique, c'est des données qui passent dans des câbles et puis qui se stockent, voilà. L'électricité c'est analogique, ça veut dire qu'il faut qu'en permanence la consommation soit égale à la production. Si je produis plus que je consomme, ça s'effondre. Si je consomme plus que je produis, ça s'effondre. Donc il y a en permanence des systèmes informatiques très sophistiqués et des gens qui regardent
qu'est-ce que je consomme à un instant T et qu'est-ce que je produis à un instant T. Je parlais de modulation tout à l'heure des installations, ça sert exactement à ça. C'est-à-dire qu'il peut jamais y avoir plus d'électricité produite que consommée, sinon le système s'effondre, sauf à le stocker évidemment si on a des batteries. Et donc c'est un peu ça qui s'est passé en Espagne, c'est qu'il y a eu une différence très forte d'un coup entre la production et la consommation, et le système s'est effondré, blackout. Et comment ils auraient pu effondrer la France Et comme nous sommes interconnectés, les systèmes électriques, alors là, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais globalement, il faut que cet équilibre fonctionne en permanence et il faut que la fréquence qu'on appelle du réseau reste à peu près stable, autour de 50 Hz. Et donc, en venant soutirer finalement sur l'interconnexion avec la France les besoins d'électricité de quasiment l'intégralité de l'Espagne. Oui, du coup. L'Espagne s'est effondrée, donc elle avait besoin... Le Portugal aussi, hein. Donc c'était pendant 2 jours, je crois. Ça a créé des problèmes effectivement systémiques sur toute la plaque. Ça aurait pu venir mettre en danger, en fait, nos propres réseaux, nos propres installations. Et dans ce cas-là, il y a des systèmes de sécurité, tout simplement. Très sophistiqués, automatiques, qui coupent. Voilà. Donc on aide jusqu'au moment où l'aide qu'on apporte créerait un problème chez nous aussi, et auquel cas évidemment dans ce cas-là on ilote comme on dit, c'est-à-dire on coupe. Une question que je me suis posée là pendant que je t'écoutais, je me suis dit mais pourquoi c'est 98% de l'électricité qui est nucléaire? C'est quoi les 2 autres pourcents? Alors 98% sans CO2, c'est pas que du nucléaire, là-dedans on a les renouvelables aussi, parce qu'il y a énormément de renouvelables et d'hydrauliques en France. C'est quoi le ratio? Alors aujourd'hui globalement, alors ça dépend des années, ça dépend etc. Mais globalement on est autour de 60% de la production qui est faite avec du nucléaire, 10-15% selon les années, selon l'hydraulicité, est-ce qu'il y a de l'eau ou pas, avec l'hydraulique. On est, je pense, renouvelable éolien et solaire, on doit être à peu près au même pourcentage. Et le reste, en fait, c'est vraiment, alors à la fois un certain nombre de toutes petites installations, alors là, on va parler de bioénergie, etc., mais on est vraiment sur des petits volumes, et un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, de gaz, charbon c'est fini, et quasiment fini, et de fuel par sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des installations qui existent, mais qui ne tournent que quelques dizaines d'heures, quelques centaines d'heures par an, quand tout d'un coup, il y a un besoin qui émerge. Je le redis, production égale consommation. Donc il faut qu'en permanence, si tout d'un coup, et on l'a pas prévu, tous les Français allument une climatisation en même temps, il faut qu'on soit capable de passer le pic. Et donc là, on a quelques moyens comme ça d'urgence, entre guillemets, qui tournent très très peu, mais qui peuvent permettre de passer le pic. Donc c'est une sécurité en fait d'approvisionnement. Et on est réputé en France pour avoir une sécurité d'approvisionnement quand même de grande qualité. Il suffit d'aller en Californie, donc pas un pays sous-développé. A priori, non. La Californie, c'est la 4e économie du monde. En Californie, il y a régulièrement des coupures d'électricité de 1 heure, 2 heures. La plupart des Californiens, d'ailleurs, ont des batteries dans leur garage, parce qu'en fait, il y a souvent des coupures d'électricité. Je sais pas quand est-ce que vous avez eu des coupures d'électricité pour la dernière fois en France, mais enfin, c'est quand même assez rare. Moi, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, on était au téléphone ensemble, pas tous les deux, mais j'étais là dans le quartier, là dans le 2e arrondissement, et pendant une journée entière, il n'y a pas eu d'électricité. Mais bon. Alors après, il peut y avoir des travaux qui coupent l'électricité, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment en France. Non, mais c'est pas comme si dans ça un pays souvent, où c'est vraiment rarissime. Et c'est pour ça que les hôpitaux, parce qu'en fait, un hôpital, lui, il peut pas se permettre une coupure d'électricité, donc ils ont des réserves, par exemple. Il y a les hôpitaux, les chaînes de télévision, de radio, etc., sont à la fois sur des boucles de réseaux qui sont protégées, c'est-à-dire qui permettent d'assurer. En gros, s'il y a une pelleteuse qui vient casser des câbles dans le sol, ils ont une autre alimentation qui va permettre de les alimenter quand même. Et si tout ça a été coupé complètement par inadvertance, à ce moment-là, ils ont des générateurs. C'est-à-dire qu'ils ont des générateurs dans leur sous-sol qui leur permettent de continuer à fonctionner, là pour le coup, avec des carburants pas forcément géniaux. Mais donc ils font partie de ces 2% potentiellement. Mais bon, on préfère que les gens finissent leur opération. Oui, exactement. J'aurais parlé d'avenir, d'avenir ou de présent, je sais pas. Il y a 2 choses qui me semblent intéressantes. La géothermie et l'énergie. Alors attendez que je me trompe pas parce que en fait à chaque fois je me trompe entre le nucléaire et l'inverse, donc énergie. Attends que je me trompe. Renouvelable? Non, pas renouvelable. C'est fusion et fission. C'est ça. Aujourd'hui, on fait de la fission. Voilà, la fission, l'avenir, c'est nucléaire, probablement ou peut-être, on ne sait fusion. pas, la fusion. Donc on va parler des deux. D'abord partir dans le sol à récupérer de la chaleur, qui est un truc qui est pas trop développé, j'ai l'impression, en France. Très peu en France. Et j'aimerais comprendre pourquoi et ce que t'en penses et qu'est-ce que ça pourra pas remplacer l'électricité, mais je pense que ça pourrait remplacer par exemple le pétrole, le gaz, parce que le chauffage, ou la climatisation d'ailleurs, fonctionne beaucoup avec des réseaux. Quoique la climatisation, c'est électrique principalement en France. La climatisation, oui, c'est des pompes à chaleur électriques, oui, tout à fait. Mais on peut faire des réseaux de froid avec des systèmes de pompes à chaleur sur de la géothermie. Enfin, c'est un peu technique, mais en tout cas, oui, ça peut aussi. Est-ce que tu peux donc j'ai un épisode entier sur la géothermie, mais est-ce que tu peux nous en parler 2 minutes et pourquoi c'est pas si développé et qu'est-ce que c'est quoi les
tout l'espoir qu'on peut mettre dans la géothermie? Alors, tous les sujets de géothermie sont à relier, comme beaucoup de sujets d'innovation dans l'énergie, et en particulier dans les renouvelables, aux subventions. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les États qui décident, dans leurs attributions de subventions, de soutenir ou de financer plus ou moins telle technologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant que telles, elles ne sont pas rentables. En tant que telles, elles ne sont pas rentables. Et donc, l'Allemagne, par exemple, a beaucoup développé la géothermie parce que le gouvernement allemand, en gros, a payé les installations des gens. Oui, la Suisse aussi. Voilà, la Suisse aussi, etc. En France, la réglementation n'a pas forcément poussé énormément la géothermie. Évidemment, on peut l'installer. Moi, je connais des gens qui ont fait dans leur jardin, retourné leur jardin pour mettre la géothermie, donc ça existe. Mais c'est effectivement un choix, j'allais dire, de subvention, de fléchage de subvention, qui a fait qu'il y a plus ou moins de développement. Et là, je parle de la géothermie chez les particuliers, qui s'est plus ou moins fait. En termes de rendement, aujourd'hui, on pense qu'il y a des choses plus efficaces en fait que la géothermie, et il y a un sujet d'acceptabilité qui est assez limité des populations parce que, en rétrofit en tout cas, c'est-à-dire quand on a déjà sa maison, installer un système de géothermie, ça veut dire retourner son jardin, ça veut dire creuser le sol en fait. Donc voilà. Au moins 20 mètres quoi. Donc ça veut dire qu'il faut tout détruire pour installer et voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de lourd, d'assez compliqué, etc. Et dans un pays où l'électricité est pas chère et zéro carbone. Enfin, en tout cas, 98% sans CO2. Donc, l'incentive est assez faible. En Allemagne, c'est évidemment assez différent. D'abord parce que l'électricité est historiquement beaucoup plus chère qu'en France et qu'elle est produite par du charbon de la lignite puisqu'ils sont en train de fermer toutes leurs centrales nucléaires, de démanteler même leurs centrales nucléaires. Même s'ils sont en train de changer d'avis. Oui, j'imagine qu'ils vont... Enfin, je suppose... Le discours politique, en tout cas, évolue beaucoup en Allemagne depuis 1 ou 2 ans. Donc, voilà, c'est plutôt un choix politique, le développement de la géothermie, qu'un choix économique à ce stade. Et après, il y a des systèmes de géothermie profonde qui existent, là, plutôt pour le monde industriel. Et qui peuvent avoir du sens. Nous-mêmes, on est partenaires d'un certain nombre de projets, en Alsace par exemple, sur ce type d'installation, mais qui posent d'autres problèmes, en particulier du risque sismique. Puisque la géothermie profonde peut créer des secousses sismiques et donc créer des problèmes sur les sols, là où c'est présent. Donc ça, c'est un autre sujet qui est plus compliqué et complexe. Mais il y a un avenir, oui, pour la géothermie, là où ça fait du sens et là où c'est subventionné, ce qui n'est peu le cas en France. Et donc ça permettrait d'avoir du chauffage Alors ça permet en fait de capter les calories du sol et avec une pompe à chaleur, soit s'en servir pour du chauffage, soit s'en servir pour de la climatisation. Sans consommation d'énergie du coup. Et alors, si un peu quand même, parce qu'on a besoin d'électricité pour faire de la géothermie. C'est pas totalement, c'est pas totalement autonome, parce que la pompe à chaleur, il faut la faire fonctionner, donc on a besoin d'un peu d'électricité, mais moins de consommation électrique. Aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, ce qui fait beaucoup plus de sens en France, c'est d'installer de l'autoconsommation, c'est-à-dire des panneaux solaires, si on veut vraiment être soi-même autonome, y compris dans des régions où il y a peu de soleil, ça peut fonctionner. Ça, c'est si on souhaite soi-même faire un acte militant d'autonomie d'énergie. On n'est jamais autonome, mais en tout cas d'avoir une partie de son électricité qui vient comme ça. La réalité factuelle, c'est que en France, ce qui a le plus de sens, c'est le réseau. C'est-à-dire, c'est d'acheter son électricité sur le réseau, à EDF ou à d'autres. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, il y a des dizaines de concurrents, donc il n'y a pas que EDF. C'est évidemment économiquement, c'est ce qui fait beaucoup plus de sens, parce qu'une installation de panneaux solaires, ça coûte évidemment. Donc il y a un investissement initial qui se compte en dizaines de milliers d'euros souvent. Donc pour en retrouver l'économie sur sa facture, faut attendre longtemps. Ça, et puis cet argent qu'on investit, je sais qu'on a très peu de culture financière en France, mais tu pourrais le placer et donc potentiellement récupérer de l'argent versus... bref. Bien sûr. Et puis un panneau solaire, ça a une durée de vie, d'une 15 ans, 20 ans, donc il faut le remplacer tous les 15-20 ans. Enfin bref. Donc, mais après, ce sont des choix individuels et ce sont des choix qui peuvent faire tout à fait du sens sur des grandes infrastructures. Par exemple, les supermarchés aujourd'hui, alors pour des questions réglementaires, mais aussi pour des questions économiques, sont en train de mettre des panneaux solaires sur les toits de tous les supermarchés de France. Parce que là, pour le coup, ça fait du sens. Il y a des consommations très importantes liées au frigo en particulier, dans les supermarchés et les hypermarchés. Donc là, ça fait du sens. Ouais, ok. Énergie de fusion, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Ou quand est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner un jour? La fusion, c'est un peu dans le monde de l'énergie le Graal. Tout le monde rêverait d'avoir cette énergie donc de fusion parce que sur le papier, elle est un peu idéale. Elle est idéale pourquoi ? Parce que d'abord, elle produirait des quantités, je dirais, donc là je suis vraiment au conditionnel, elle produirait des quantités d'énergie absolument fabuleuses, à un coût censé être tout à fait raisonnable, puisque la quantité serait là, donc de fait, ça amortirait beaucoup plus facilement des installations, et avec une sûreté et une capacité à ne pas produire de déchets ou très très peu de déchets nucléaires notable. Donc en gros, c'est la centrale nucléaire idéale.
pour le dire autrement. Et ça fonctionne comment? C'est quoi la différence entre la fusion et la fission? Sans rentrer dans le détail, le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire, c'est qu'en fait, ça produit de la chaleur. Énormément de chaleur par la réaction nucléaire, et cette chaleur est transformée en électricité avec une turbine. Ouais. Fait de la vapeur qui fait tourner une turbine. C'est ça, en fait. Hein. À la fin, c'est une dynamo de vélo, quoi. Sauf que c'est pas la roue qui fait tourner la dynamo. C'est évidemment une puissance nucléaire qui crée des chaleurs très importantes. Et ben la fusion, c'est ça, mais version soleil. C'est-à-dire que on produit pas une chaleur très importante, on produit une chaleur incroyablement importante puisque c'est la température du soleil. Waouh. Ah oui. C'est le principe, en fait, lié à l'hydrogène, entre autres, aux atomes d'hydrogène, on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, qui produit cette énergie, donc du coup, beaucoup de chaleur générant derrière beaucoup d'électricité. Donc tout le monde rêve de ça. On a un énorme projet en France qui s'appelle ITER, qui a été d'ailleurs prolongé, rebooté plusieurs fois et qui travaille à l'international avec un certain nombre de pays dans le monde entier, dont les Japonais, etc. Il y a plein de startups qui se sont lancées sur ce pari de se dire on va développer les technologies de fusion. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les technologies ne sont pas du tout matures, mais elles sont en cours de développement. On ne sait pas si on arrivera à les développer. D'ailleurs, il y a des batailles. Certains créent des tokamaks, comme on dit, ça, des grands aimants extrêmement puissants, plus puissants que tout ce qu'on peut imaginer dans le monde, et ce qui demande des systèmes de refroidissement très compliqués. D'autres travaillent sur le laser. Donc comment on va aller exciter la réaction nucléaire avec des lasers très puissants. Bref, il y a plein de technologies qui sont en cours de développement. On ne sait pas ce qui va marcher, on ne sait pas ce qui va gagner. On est arrivé très récemment, et ça c'était une vraie surprise pour les chercheurs positive, à produire dans une réaction de fusion plus d'énergie qu'on en a consommé. Parce que jusqu'à présent, on savait faire, mais en consommant plus d'électricité que ce qu'on arrivait à générer derrière. Okay, évidemment, ça ne fait pas de sens. Là, on commence à arriver progressivement dans des expériences, on est vraiment dans des expériences, qui réussissent à créer un peu plus d'énergie que ce que ça a consommé. Donc il y a les gens, les scientifiques, les plus sérieux, qui disent c'est un horizon crédible à 2060, 2070, pour avoir les premières prototypes. Il y a des gens plus allants, plus innovants, ou plus le monde des startups, pour le dire vite, et les investisseurs derrière qui ont mis beaucoup d'argent, qui disent on arrivera probablement à des choses en prototype à 2035-2040. Ok. Ah oui, donc c'est très différent quand même. Hein. Et moi, je ne fais absolument aucune prédiction parce que les prédictions tombent à côté toujours. Hein, donc toujours. Voilà. Mais c'est en tout cas à peu près ça les deux types d'horizons de temps qui sont regardés. Voilà, les start-upers sont très optimistes, les scientifiques un peu moins. Mais si on y arrive, c'est la promesse d'une énergie abondante, décarbonée, très peu coûteuse et donc illimitée, quoi. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire des réacteurs nucléaires si on sait que cette technologie va arriver? Alors d'abord, on ne sait pas si elle va arriver, encore une fois. Hein, donc on peut pas faire du si, parce qu'on ne sait pas si elle va arriver. Et deuxièmement, si elle arrive, si c'est un prototype en 2050 ou 2060, ça veut dire que les premières centrales en production, en fonctionnement, etc., 2080, 2100. Ouais. On a le temps. Oui, on sera mort, nous, en tout cas. Donc, nous, c'est très probable, oui. Mais même nos successeurs travailleront probablement encore avec une électricité qui viendra des centrales qu'on aura décidé de construire maintenant. Hein, puisque une centrale nucléaire, selon les endroits dans le monde, selon la réglementation, etc., ça a une durée de vie. Donc, initialement, c'était 40 ans. Maintenant, on envisage de les pousser à 60 ans si on a l'autorisation de le faire. Les Américains vont jusqu'à 80 ans. Donc, dit autrement, on a encore, plein de décennies devant nous de fonctionnement des centrales existantes. Okay. Donc, on a le temps de voir venir la fusion. Ok. Si elle arrive. Tu as utilisé le mot d'hydrogène, on n'en a pas du tout parlé. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi sur l'hydrogène. Ou en tout cas, beaucoup de choses qui se disent, ou peut-être des incompréhensions sur l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est un gaz. On vient de découvrir en France un truc d'hier, là. Donc vraiment... C'est la plus grosse réserve potentiellement au monde d'hydrogène blanc, ce que tu m'as dit. Oui, d'hydrogène blanc, comme on dit, d'hydrogène naturel en fait, présent naturellement sous nos pieds. L'hydrogène, donc c'est un gaz, je viens de le dire, qui est présent a priori dans l'oxygène, dans l'oxygène dans l'air, extrêmement volatile, extrêmement dangereux, qu'on a du mal à stocker, si je ne me trompe pas trop. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut espérer avoir demain de l'hydrogène un peu partout? Il y en a dans les bus. Il existe des bus à hydrogène, tout à fait, qui fonctionnent. Comment ça marche l'hydrogène et
comment on pourrait s'en servir? Est-ce que c'est une énergie d'avenir, enfin une matière première d'avenir? Alors après, d'abord, quand on parle d'hydrogène, il y a plein de types d'hydrogène. Pas au sens de la molécule, c'est toujours la même molécule. L'hydrogène, par contre, on peut le fabriquer de façon très différente. On peut le fabriquer de façon industrielle par vapocraquage, comme on dit, c'est-à-dire avec des techniques vraiment très sales. Et donc oui, on arrive à avoir de l'hydrogène et c'est utilisé dans le monde industriel, par exemple, mais à la limite, il vaut mieux faire du pétrole que de l'hydrogène dans ce cas-là, parce que c'est vraiment dégueulasse, vraiment. Voilà. On peut le faire de façon verte, c'est-à-dire on peut produire avec un système d'électrolyse, donc à base d'électricité, donc d'électricité nucléaire renouvelable, etc. On peut produire de l'hydrogène dit vert ou bleu, qui lui est très vertueux, parce que quand on le brûle, il ne produit que de l'eau. Donc pas de particules, il ne génère que de l'eau, donc ça c'est évidemment formidable. Et puis il y a ce fameux hydrogène blanc qui est un peu jusqu'à présent en tout cas était un peu un rêve de se dire mais et si on avait des ressources en hydrogène naturel sous nos pieds gigantesques, on pourrait le capter comme on capte le gaz aujourd'hui, et donc s'en servir, et ça nous ferait une énergie, alors loin d'être illimitée probablement, mais en tout cas, peu coûteuse, extraite du sol et très vertueuse, puisque ne polluant pas. Donc c'est un peu ça les trois types aujourd'hui d'hydrogène qui sont gardés. Bon, l'hydrogène gris, tout le monde s'en est détourné, on regarde plus trop ce sujet-là, parce qu'évidemment ça n'a pas de sens d'aller produire de l'hydrogène pour en faire un hydrogène dégueulasse. Oui. Donc on va regarder plutôt le plus crédible aujourd'hui, qui est l'hydrogène vert. Le problème de l'hydrogène vert, c'est que ça coûte très cher. Très cher. Donc économiquement aujourd'hui, il y a assez peu de viabilité à utiliser de l'hydrogène vert dans les moyens de transport par exemple, ou dans les moyens de génération d'énergie, dans les moyens, on peut l'utiliser pour plein de choses. L'hydrogène, ça fait pas beaucoup de sens. Et après, on peut regarder les différents usages qu'on peut avoir. Nous, on n'y a jamais cru, donc je peux le dire, et on l'a toujours dit publiquement, nous n'avons jamais cru à l'hydrogène pour la mobilité légère, c'est-à-dire la voiture du particulier. Okay. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène, d'abord, c'est effectivement très dangereux, ça demande des réservoirs sous pression très très fortes, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un certain nombre de spécialistes qui le disent dans les médias, en disant, moi je voudrais pas être à côté d'une voiture qui explose avec un réservoir à hydrogène à l'intérieur, parce que ça explose très fort. Ça fait un cratère, dans le sol. Donc voilà, donc c'est évidemment quelque chose qui est difficile à maîtriser et qui est probablement, on n'a pas envie de laisser se balader un peu partout. Puis ça voudrait dire créer tout un réseau d'alimentation. Donc ça veut dire que les stations essence devraient devenir des stations hydrogène, ce qui est possible, mais ce qui coûterait évidemment convertir toutes les stations essence à l'hydrogène, c'est très compliqué. Il faut que les gens changent de voiture, il faut qu'ils soient sûrs d'avoir de l'hydrogène près de chez eux. Enfin bon, bref. Donc nous, en tout cas, on a toujours dit, on n'y croit pas trop. Ça peut avoir de la vertu sur de la mobilité lourde. Bus, camions, poubelles, parce que là, en fait, ils viennent s'alimenter dans une station centralisée, donc une station pour la ville, et qui vient alimenter les bus, etc. Voilà. Donc là, on peut imaginer que ça peut avoir une forme de sens. Et pour eux, c'est pas dangereux ? Alors, c'est pas que c'est pas dangereux, c'est qu'on ne multiplie pas les risques. C'est-à-dire que la station, il y en a une, et il n'y a que dans le bus ou etc. un réservoir. Donc on multiplie pas les centaines ou les milliers de voitures. On a juste un bus ou un camion. Donc ça c'est évidemment ça fait plus de sens en tout cas et c'est plus raisonnable. C'est en tout cas un marché compliqué. Techniquement c'est assez compliqué. Toutes les sociétés qui ont voulu développer des usages, on va dire grand public, de la technologie ont eu du mal et un certain nombre ont mis la clé sous la porte. Ça coûte toujours très très cher à produire. Donc penser que c'est la panacée, que c'est l'avenir de l'énergie, non. On va se le dire, non, et ça le sera pas. Ne serait-ce que pour des complexités techniques et pour des coûts économiques. Après, est-ce qu'il peut y avoir des usages précis à certains endroits, de certaines façons ? Oui. Et ça, pourquoi pas ? Ça se regarde. Quid de l'aviation ? Parce que moi j'ai beaucoup entendu parler, c'est vraiment du lobbying de médias, mais on a beaucoup entendu parler de l'aviation par l'hydrogène. Ouais. Est-ce que ça c'est un truc qui est envisageable ? Alors c'est envisageable dans une idée. Dans la réalité, Airbus qui avait annoncé travailler sur ce sujet pour 2035, l'a maintenant repoussé à 2050 de mémoire. Okay. Les gens qui font des moteurs type Safran disent publiquement que ils ne sont pas prêts, pour le dire pudiquement. Donc peut-être qu'il y a un avenir pour l'avion à hydrogène un jour. On ne voit pas aujourd'hui le chemin qui mène à un horizon, on va dire raisonnable. C'est pour ça que l'aviation maintenant se développe beaucoup autour de ce qu'on appelle les SAF, c'est-à-dire le e-fuel, donc l'essence, le fuel d'aviation qui est produit de façon vertueuse, c'est-à-dire que c'est un e-fuel sans CO2.
Et ça, c'est vraiment l'avenir de l'aviation. D'ailleurs, quand on prend l'avion aujourd'hui en Europe, il y a une partie du réservoir qui est remplie de e-fuel, c'est-à-dire de fuel bas carbone, pour venir justement compenser une partie des émissions de CO2 de l'avion. Comment il peut y avoir du fuel sans carbone, pardon? Alors en fait, c'est la façon de produire cette essence, enfin ce fuel, c'est qu'en fait, au lieu de le produire par distillation du pétrole, pour le dire rapidement comme on le fait avec un fuel traditionnel, on va aller, et l'hydrogène d'ailleurs joue un jeu, on va aller capturer des molécules de CO2 dans l'air. On va aller capter les molécules de CO2 dans l'air, dans une usine ou dans l'air, voilà, etc. Et on va se servir de ce CO2 pour fabriquer le fuel à base d'hydrogène. Je ne vais pas rentrer dans la technique parce que c'est un peu compliqué. Mais donc en fait, tout le CO2 qui va être émis quand le fuel sera brûlé dans l'avion, ben en fait, ça sera celui qui aura déjà été capté dans l'air. Donc c'est plus-moins. Donc on est dans la neutralité carbone. Ah, ok. Et donc ça, c'est une obligation réglementaire en Europe, d'injecter une partie de ces Sustainable Aviation Fuel, les SAF comme on dit, ou les e-fuel, dans les avions. Et de plus en plus, progressivement, au fil des ans, la réglementation impose de rajouter du SAF, du e-fuel. Et d'ailleurs, quand on prend un billet d'avion aujourd'hui chez Air France, on a une option pour dire « je veux payer en plus pour rajouter du SAF ». Dans l'avion. Et ça, c'est pour de vrai. Parce que moi, je me suis toujours dit, c'est une arnaque, ce truc. Mais c'est pour de vrai. Non, c'est pour de vrai. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui l'horizon, en tout cas, des compagnies aériennes pour leur décarbonation. C'est Sustainable Aviation Fuel. En attendant, peut-être un jour, effectivement, un avion à hydrogène. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça, leur horizon. Alors, il coûte encore beaucoup plus cher que le fuel classique, évidemment, à produire. Mais l'aviation, pour l'instant, en tout cas, envisage sa décarbonation pour l'aviation traditionnelle par ce biais-là. Et puis, il y a un peu d'aviation électrique, mais qui, elle, est plus modeste. Qu'est-ce que c'est que l'aviation électrique? Moi, quand tu me dis ça, je pense aux drones. Enfin, je vois les trucs en Chine où il y a des drones. Voilà, je pense aussi, j'ai pu passer des taxis volants, des projets, voilà, de taxis volants. J'ai aussi des VTOL, comme on dit. Voilà. C'est ça, l'aviation? Alors, ça, c'est, on va dire, le côté visible, un peu sexy, un peu amusant. En fait, non. Enfin, oui, donc c'est une partie, évidemment, de cette aviation électrique. Mais en fait, celle dont je parle là, à laquelle je pense là, ce sont des avions régionaux. C'est-à-dire qui ont une autonomie de l'ordre de 1h30, 2 heures, et qui sont capables de faire des liaisons point à point avec une vingtaine de passagers, vingtaine de passagers, et qui ont des batteries. Donc ils fonctionnent avec des batteries comme la voiture électrique. Alors évidemment des batteries un peu différentes, un peu plus grosses, etc. Mais c'est le même principe technique. Et il y a plusieurs compagnies, entreprises qui travaillent très sérieusement là-dessus, qui ont signé avec des compagnies aériennes d'ailleurs des contrats d'approvisionnement. Les avions sont en cours de certification, et ça a beaucoup de sens pour faire même Paris-Berlin, pour faire Clermont-Ferrand-Marseille, pour faire toutes ces lignes en fait qui sont des lignes courtes et qui ne transportent pas 200 passagers ou 150 passagers comme un avion de ligne classique. Et donc là, ça pourrait tout à fait faire du sens d'avoir des avions électriques. D'accord. Donc ça fonctionne déjà? Alors techniquement, ça fonctionne. Il y a des sociétés qui ont des avions qui volent. On peut les voir voler. Après, elles ne sont pas encore certifiées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore le droit d'emmener des passagers commerciaux. Mais on peut imaginer que d'ici 2030, on ait une ou deux ou trois startups qui soient certifiées et qui donc pourront faire voler des vols commerciaux électriques. Donc en local ou en Europe? Alors l'idée, c'est sur des routes où en gros on a 45 minutes, 1h20 d'autonomie suffisante donc pour faire pas mal de routes en Europe, en tout cas en France, c'est très clair. Ok. En fait, d'une certaine manière, quand je t'écoute, je me dis, et c'est toute l'idée de ce podcast de redonner envie du futur, mais je me dis en fait finalement, il y a quand même pas mal d'espoir. Moi, je suis pas un technosolutionniste, donc je suis pas en train de dire parce que parmi tous les sujets qu'on a abordés, là, on a parlé que de l'énergie, mais bien sûr, il y a plein d'autres sujets, des matières premières, de l'acidification des océans, etc., etc. Donc, mais néanmoins, je trouve que dans ton approche, il y a quand même pas mal de choses qui donnent pas mal d'espoir d'une certaine manière. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je crois que d'abord, et c'est pas une croyance, c'est un fait. Donc, je suis désolé, mais il suffit de regarder les chiffres. Aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, si on regarde évidemment sur une période longue et pas sur les soubresauts année après année que l'on subit, on est sur une trajectoire de développement très forte et en même temps on va dire d'amélioration du bien-être dans un souci de préservation de la santé, de l'écologie, de la nature, etc. Et c'est une réalité. Donc dire que le monde va de plus en plus mal, c'est faux. D'ailleurs, il suffit d'aller sur The World in Data, par exemple, qui est un site internet que je te conseille si tu ne le connais pas, avec ceux qui écoutent connaissent pas, allez voir. Vous verrez que sur les 100, 200, 300 dernières années, le monde va mieux.
Il va vachement mieux, à tout point de vue. Alors oui, peut-être quand on regarde les 5 dernières années ou les 3 prochaines années, on se dit, oh là là, c'est la fin du monde. La réalité, c'est que quand on regarde le long terme, le monde va de mieux en mieux et qu'on a des perspectives. Demain est globalement à peu près toujours meilleur qu'hier. Encore une fois, peut-être pas s'il est regardé sur un instant T, mais si on le regarde en dynamique, c'est une réalité. Et d'ailleurs, dans l'innovation, qui est mon métier, on dit toujours qu'on surestime les transformations à court terme et qu'on les sous-estime à long terme. Donc là, en ce moment, on est en train de dire que l'IA va tous nous tuer, va remplacer les emplois et on va tous mourir, etc. Très clairement, on est dans une surestimation complète de la transformation que ça va nous faire vivre. Par contre, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, il est probable que l'impact va être encore plus fort que celui qu'on imagine aujourd'hui. Il va être différent. Ce sera probablement pas ce qu'on imagine, mais en tout cas, il sera probablement très très fort. Et donc ça, c'est un peu l'histoire des innovations. C'est qu'on a toujours surestimé les impacts au début, mais en fait, à la fin, on les a finalement sous-estimés. Donc je pense que, dit autrement, oui, moi, je suis convaincu que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qu'on a, grâce à la technologie, mais grâce aussi à l'évolution sociétale, l'évolution de la civilisation, des marques d'espoir, ou en tout cas de possibilités que tout ça aille dans le bon sens. Et si on regarde, ne serait-ce que le monde de l'énergie, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, d'abord regardons tout ce que ça a apporté comme bien-être aux gens, comme sécurité, comme santé, etc. Machin, et regardons l'évolution hyper positive, écologiquement parlant, de notre production d'énergie entre, on va dire, les années 50 et aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les années 50, on brûlait du pétrole pour faire de l'électricité. On brûlait du gaz. On avait des voitures qui polluaient, qui émettaient des particules fines dans l'air, qui donnent des problèmes respiratoires, etc. Aujourd'hui, on a les solutions. Les voitures électriques sont là, l'électricité bas carbone, elle est produite, etc. Et il s'est passé 50-60 ans. Donc, si on regarde sur le temps long, il y a plein de raisons d'espérer. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai complètement omis quand on parle d'innovation et d'énergie Non, je pense qu'on a quand même couvert, pas mal, on a couvert quand même pas mal le spectre. Moi, je crois surtout que, voilà, on peut pas s'intéresser à l'avenir de l'humanité si on s'intéresse pas à l'énergie. Et donc, je pense que c'est un sujet, évidemment, pas question de devenir un expert, tout le monde n'a pas envie de devenir un expert sur le sujet, mais en tout cas, je pense que regarder ce sujet, c'est aussi mieux comprendre le monde. Et alors, en plus, en ce moment, avec ce qu'on vit entre la guerre en Ukraine, avec les conflits au Moyen-Orient, etc., comprendre l'enjeu énergétique, d'ailleurs, c'est celui dont on parle dans tous les médias en permanence, c'est le premier dont on parle, c'est comprendre probablement l'avenir du monde. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci, le podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Moi, je voudrais claquer la porte à... alors, disons plutôt positivement, ouvrir la porte à la nuance et claquer la porte au manque de nuance. C'est vrai dans l'énergie, mais c'est évidemment vrai sur tous les sujets. Ce sont des sujets complexes, dynamiques, systémiques. Donc on peut pas avoir d'avis tranché sur ça c'est bien, ça c'est mal. Ce qu'on a entendu dans l'énergie souvent, il faut tout transformer du jour au lendemain, le 100% renouvelable c'est que l'avenir, ou le 100% nucléaire c'est que l'avenir, ou que... Non. La réalité, c'est que tout ça, ça demande de la nuance, de la subtilité, des choix, aussi des choix politiques, des choix de société, etc. Et que s'il y a un truc qui m'irrite profondément auquel je voudrais claquer la porte, c'est vraiment ce manque de nuance et cette incapacité à comprendre que la simplification, c'est pas la simplicité. Et donc il vaut mieux être capable de comprendre que oui, le monde est dynamique, le monde est systémique, le monde est complexe, mais que c'est aussi ça qui fait sa richesse. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.